J'ai vu mon frère m'embrasser sur les 2 joues ce matin-là. Ses lèvres froides comme le marbre d'un caveau. Pendant que ses mains invisibles signaient l'ordre qui me dépouillait de tout. Dans les couloirs feutrés de notre empire familial. J'ai entendu les murmures, il l'a mérité. Ce traître qui osait défier le sang. Mais le vrai scandale, c'est que personne n'a crié au vol. Parce que la famille. En France, c'est sacré même quand elle vous égorge avec un sourire. Et moi, Étienne Duval, l'héritier légitime. J'ai juré sur les tombes de nos ancêtres que ce baiser serait le dernier. Avant que je ne lui arrache la gorge avec les crocs de la vengeance pure. Paris s'éveillait sous un ciel d'acier. Ce printemps 2025. Quand tout a basculé. J'étais dans mon bureau au dernier étage de la tour Duval. Cette flèche de verre et d'acier qui domine le boulevard Haussmann comme un doigt accusateur pointé vers les cieux. La tour Duval, l'héritage de mon grand-père. Henri. Un colosse du textile qui avait transformé un atelier miteux de Belleville en un géant mondial. Filant des soieries pour les palaces de la Côte d'Azur et des costumes sur mesure pour les présidents de la République. J'y avais passé ma vie. À polir chaque coin de ce trône invisible. Apprenant à négocier avec les syndicats enragés. À charmer les investisseurs qataris lors de dîners au Fouquet's. À enterrer les scandales familiaux sous des tapis de laine persane. À 38 ans. J'étais prêt, PDG en titre. Avec un plan quinquennal qui allait nous propulser vers les marchés asiatiques. Effaçant les dettes accumulées par les folies de mon père. Et puis, il y a eu cette réunion du conseil d'administration. Un mardi pluvieux de mars. J'étais arrivé en avance. Comme toujours. Mon café noir fumant dans une tasse en porcelaine de Limoges. Gravé du monogramme Duval. Les directeurs étaient là, des visages ridés par des décennies de fusion et d'acquisition. Des hommes en cravate Hermès qui sentaient le cognac et les secrets. Mon frère, Laurent, était assis en face de moi. Son sourire carnassier étirant ses lèvres minces. À 42 ans. Il était le fantôme de la famille, l'aîné. Le fils prodigue qui avait fui Paris pour des aventures douteuses à Londres. Spéculant sur des cryptos et des startups éphémères. Revenant toujours bredouille mais avec des histoires pour charmer les salons. Il n'avait jamais vraiment travaillé pour Duval, il préférait les cocktails au Plaza Athénée au bilan comptable. Mais ce jour-là, il portait un costume sur mesure. Ses cheveux gominés lissés en arrière. Et dans ses yeux, une lueur que je n'avais pas vue depuis notre enfance. Quand il volait mes jouets pour les briser devant moi. Étienne, mon cher frère, a-t-il commencé. Sa voix suave comme un vin de Bordeaux trop sirupeux. Nous avons une proposition qui va changer la donne. Les directeurs ont hoché la tête. Leur regard fuyant. J'ai senti un froid remonter le long de ma colonne vertébrale. Comme si la scène elle-même s'infiltrait dans la pièce climatisée. Laurent a déroulé son plan, une restructuration radicale. Des coupes dans les effectifs. Une injection de capitaux étrangers. Mais au cœur de tout. Une clause, mon limogeage immédiat. Remplacé par lui. Pour injecter du sang neuf. Sang neuf? Le mot m'a frappé comme un coup de poignard. Notre sang. Le même? Coulant dans les veines de Duval depuis 3 générations. J'ai ri. D'abord. Un rire nerveux. Qui a ricoché contre les vitres blindées. Laurent. Tu délires. Le conseil m'a nommé il y a 2 ans. C'est dans les statuts. Mais il a sorti les papiers, des signatures falsifiées. Des procès-verbaux antidatés. Des emails piratés où j'apparaissais comme un tyran incompétent. Pire, des preuves fabriquées de mon détournement de fonds pour une maîtresse imaginaire. Une danseuse du Moulin Rouge qui n'avait jamais existé. Les directeurs. Ces lâches en costumes italiens.
On détournait les yeux. Parmi eux, il y avait même tante Marguerite, la veuve de mon oncle défunt, qui avait toujours été comme une mère pour moi. Elle a murmuré, c'est pour le bien de la famille. Étienne. Le bien de la famille. Ces mots m'ont brûlé la gorge comme de l'acide. Je suis sorti de cette salle comme un condamné marchant vers l'échafaud. Mais pas résonnant dans les couloirs vides. Dehors, la pluie martelait les pavés, transformant les Champs-Élysées en un fleuve de reflets brisés. J'ai marché jusqu'à la Seine, là où mon grand-père avait lancé sa première commande. Un rouleau de soie bleue pour une robe de soie qui avait fait scandale au bal de l'Opéra. Je me suis penché sur le parapet, l'eau noire bouillonnant en dessous. Et pour la première fois, j'ai envisagé de sauter. Pas par faiblesse, oh non. Par calcul froid. Mourir. Ce serait leur offrir la paix. Vivre. Ce serait leur en faire. Ce soir-là, dans mon appartement haussmannien du 7e arrondissement, avec vue sur l'Invalide, j'ai ouvert une bouteille de Château Margaux 1990. Le millésime de ma naissance. Le vin coulait rouge comme du sang. Et avec chaque gorgée, les souvenirs affluaient, Laurent et moi. Enfants, courant dans les vignes de notre domaine en Bordelais, où père nous apprenait à vendanger en riant. Père. Ce géant bourru qui avait succombé à un cancer fulgurant 5 ans plus tôt, me désignant comme son successeur sur son lit d'hôpital. Sa main calleuse serrant la mienne, garde l'Empire. Fiston. Ton frère. Il est trop sauvage. Sauvage. C'était le mot. Laurent avait toujours été le loup. Moi le berger. Et maintenant, le loup avait dévoré le troupeau. J'ai passé la nuit à fouiller les archives familiales. Ces boîtes poussiéreuses stockées dans le grenier de notre maison de campagne à Fontainebleau. Des lettres jaunies. Des contrats jaunis par le temps. Des photos en noir et blanc où nos ancêtres posaient raides devant des métiers à tisser. Et là, au milieu, une enveloppe scellée de cire rouge, la dernière volonté de mon grand-père. Non pas le testament public, mais une note manuscrite pour l'héritier vrai. Elle nommait explicitement Laurent comme faible de cœur. Et moi comme le pilier. Mais pire, elle accusait notre oncle Victor, le frère cadet de père, d'avoir saboté l'entreprise dans les années 80 pour son propre gain, avant d'être banni de la famille. Victor, l'oncle fantôme, que je n'avais pas vu depuis l'enterrement de grand-père. Les rumeurs disaient qu'il vivait reclus à Marseille. Ruiné. Amer. Ourdissant des vengeances dans l'ombre des calanques. Au lever du soleil, une idée a germé. Tordue comme une racine empoisonnée. Si Laurent m'avait volé mon siège avec la complicité de la famille, pourquoi ne pas réveiller le démon qu'ils avaient tous enterré? J'ai pris le TGV pour le sud. Le paysage défilant comme un film accéléré, les champs de blé du Berry. Les vignobles du Languedoc. Jusqu'aux falaises ocres de Marseille. La ville m'a accueilli avec son chaos salin. Ses ferries klaxonnant dans le vieux port. L'odeur de bouillabaisse et de trahison. J'ai trouvé l'adresse de Victor dans un vieil annuaire, une villa délabrée sur les hauteurs de la Corniche. Face à la mer Méditerranée qui clapote comme un complot inavoué. Il m'a ouvert la porte en peignoir élimé. Ses cheveux blancs en bataille. Ses yeux bleus perçants comme des éclats de verre. Étienne? Le petit prince de Paris? Sa voix était rauque. Imprégnée de pastis et de rancune. Je n'ai pas perdu de temps en politesse familiale. Oncle? Mon frère m'a tout pris. Et toi? Tu sais ce que c'est que d'être banni pour un mensonge. Il a ri.
Un aboiement sec qui a fait trembler les volets. Entre. Neveu. On va parler de loups et de brebis égarés. Nous avons passé l'après-midi sur sa terrasse croulante. Face aux vagues qui s'écrasaient contre les rochers comme des accusations refoulées. Victor m'a raconté sa version, dans les années 80. Lors de la crise du textile. Il avait proposé une diversification vers l'hôtellerie de luxe des hôtels Duval en Provence. Père, jaloux de son charisme, l'avait accusé de détournement pour le discréditer auprès de grand-père. Banni. Il avait tout perdu, femme. Enfant. Honneur. La famille Duval. C'est un nid de vipères. Étienne. Ton père était le roi. Laurent son prince bâtard. Et toi? Toi. Tu étais le sacrifice. Ces mots creusaient en moi comme un scalpel. Exposant les fissures de mon âme, la culpabilité d'avoir idolâtré père sans questionner. La rage contre Laurent qui masquait une peur viscérale de l'abandon. Le vide où aurait dû être ma confiance en moi. À la tombée de la nuit. Sous un ciel étoilé comme un dôme de complot. Nous avons scellé notre pacte. Pas avec du sang trop théâtral. Trop italien mais avec un verre de Ricard dilué d'eau. La tradition marseillaise. Je te donne les armes. Neveu. Des dossiers que j'ai gardés. Des preuves que ton frère a trafiqué des comptes pour plaire aux Saoudiens. En échange, tu me rends ma place au conseil. Et quand on aura gagné, on brûle tout, les mensonges. Les sourires faux. Le trône pourri. J'ai hoché la tête, sentant pour la première fois depuis des semaines une chaleur dans mes veines, pas de la fièvre, mais du feu. Le feu de la revanche. Ce poison délicieux qui transforme la victime en prédateur. De retour à Paris. J'ai commencé à tisser ma toile. Invisible comme la soie que nous filions. J'ai loué un bureau anonyme dans le Marais. Sous un faux nom, Consulting stratégique méditerranéen. De là. J'envoyais des emails codés à Victor. Qui mobilisait ses contacts souterrains d'anciens employés rancuniers. Des avocats véreux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Même un hacker serbe qui piratait les serveurs de Duval pour un cachet en bitcoin. Chaque nuit. Dans mon appartement. Je relisais les dossiers, des transferts occultes de Laurent vers des comptes offshore aux Caïmans. Des pots de vin pour des contrats publics truqués. Des liaisons extra-conjugales avec une lobbyiste de Bruxelles qui menaçait notre image. Chaque découverte était une lame que j'aiguisais. Imaginant le jour où je les planterais dans son dos souriant. Mais la vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon dans le brouillard. Où l'esprit vacille à chaque pas. Les premières semaines. Je dormais à peine. Hanté par des rêves où Laurent me noyait dans la Seine. Son visage se fondant avec celui de père. Accusateur, tu n'as jamais été à la hauteur. Fiston. Je me surprenais à fixer le miroir. Cherchant dans mes traits ses yeux verts hérités de mère. Ce n'est aquilin de grand-père la force d'un tueur. Étais-je vraiment différent d'eux? La famille m'avait-elle forgé dans le même moule de duplicité? Ces questions me rongeaient. Me laissant creux comme un costume abandonné. Pourtant. Au creux de cette nuit noire. Victor m'appelait, rappelle-toi. Étienne, la douleur est ton allié. Elle te rend net. Comme un vin filtré. Ces mots, prononcés avec l'accent chantant du Sud, étaient un baume empoisonné. Il me rappelait que la trahison n'efface pas l'amour ou elle le transfigure en haine pure. Logique. Implacable. Un mois après notre pacte. Le premier coup a été porté, une fuite anonyme dans le monde. Un article en une, Duval Textile, soupçon de corruption au sommet. Les détails étaient crus. Factuels au pas de ragot. Juste des chiffres. Des dates.
Des noms. Laurent. Photographié sortant d'un jet privé à Nice. Son bras autour de la lobbyiste belge. Le cours de l'action a chuté de 15% en une matinée. Les syndicats ont bloqué l'usine de Roubaix. Et tante Marguerite m'a appelé en larmes, Étienne. Reviens. C'est la ruine. J'ai faim la surprise. La compassion, tante. Je suis à Cannes pour affaires. Mais. Qui pourrait faire ça? Mon cœur battait la chamade. Un tambour de triomphe mêlé de nausée. Pour la première fois. Je me sentais vivant. Comme si la peau de la victime se muait en écailles de serpent. Laurent a riposté vite. Comme un animal acculé. Il a convoqué une conférence de presse au siège. Sous les flashs des paparazzis agglutinés comme des mouches sur du miel pourri. Ceci est une calomnie orchestrée par des concurrents jaloux, a-t-il déclaré. Sa voix ferme. Ses yeux brillants de fausse indignation. Duval reste une famille unie. Et je mènerai l'enquête jusqu'au bout. Unie. Le mot m'a fait sourire dans l'ombre de mon café du Marais. Où je suivais l'événement sur mon iPad. Unie. Mon cul. Ce soir-là. Il a posté sur LinkedIn une photo de nous deux. Enfants. Avec une légende larmoyante, le sang Duval coule plus fort que les tempêtes. Famille résilience. Les likes affluaient. Des commentaires sirupeux de cousins éloignés. La France adorait ça, le drame familial. Le pardon chrétien. Le vin partagé après la vendange. Mais moi. Je voyais clair, c'était une contre-attaque. Une tentative de me salir plus encore. En insinuant que j'étais le frère aigri derrière la fuite. J'ai dû plonger plus profond. Victor m'a envoyé un colis par la poste, pas de traces numériques. Juste du papier jauni et de l'encre fanée. À l'intérieur, des lettres de Laurent à notre père. Datées de 2018. Implorant un poste au conseil en échange de secrets sur Étienne. Des secrets? J'ai fouillé mon passé comme un chirurgien disséquant un cadavre. Et là. Dans les recoins de ma mémoire. Une douleur sourde, l'accident de voiture de 2015. Où notre sœur cadette. Claire. Avait péri sur la 6. Ivre au volant après une dispute avec moi. J'étais le grand frère protecteur. Mais ce soir-là. Je l'avais sermonné pour sa faiblesse. Ses addictions. Laurent avait été là. Après. Murmurant à pair, Étienne l'a poussé à bout. Il n'est pas fait pour diriger. Avait-il exploité sa mort pour me miner? La révélation m'a plié en deux. Vomissant dans l'évier de ma cuisine. Le goût de bile se mêlant à l'odeur de croissant brûlé. Claire. Mon fantôme personnel. Que j'avais enterré sous des couches de travail. Laurent n'avait pas seulement volé mon siège, il avait profané nos tombes. Le deuxième coup est venu en mai. Sous un soleil implacable qui faisait miroiter la tour Duval comme un mirage moqueur. Grâce aux hackers serbes. Nous avons libéré des emails internes, Laurent promettant des commissions à des inspecteurs du travail pour fermer les yeux sur des heures sup non payées à l'usine de Lille. Cette fois. Ce n'était pas Le Monde. Mais une enquête de Mediapart. Impitoyable. Avec des enregistrements audio volés où sa voix suave négociait 10 000 €. Et on oublie les mineurs polonais. Le scandale a éclaté comme une bulle de savon empoisonné, manifestation devant le siège. Avec des banderoles Duval vole les ouvriers. Des actionnaires furieux réclamant des têtes. Laurent a blêmi en direct à la télé. Son maquillage craquelant sous les projecteurs de BFM. C'est une fabrication. Mon frère. Étienne est derrière ça. Par jalousie maladive. J'ai regardé l'interview depuis la terrasse de Victor à Marseille. Un pastis à la main.
Riant pour la première fois depuis des mois. Bien joué. Neveu, a grogné l'oncle. Maintenant. Frappe au cœur. Mais le cœur. C'était le plus dur. Entrer dans la mêlée signifiait risquer tout, ma réputation. Ma santé mentale. Ce qui restait de mon humanité. Les nuits se faisaient plus longues. Hanté par des visions, Laurent suppliant. À genoux dans le bureau de père. Ou moi. Le couteau à la main. Tachant le tapis perçant de son sang imaginaire. Était-ce de la justice? Ou juste une soif de destruction? Victor, sentant mon doute, m'a emmené dans les calanques. Ces fjords rocheux où la mer turquoise cache des abysses noirs. Nous avons marché des heures. Le sel piquant nos plaies ouvertes. La vengeance? C'est pas du cinéma hollywoodien. Étienne. C'est français, lent. Exquis. Comme un bœuf bourguignon mijoté des jours. Tu ressens la culpabilité? Tant mieux. Ça te garde humain. Mais n'oublie pas, ils t'ont brisé en premier. Ces paroles. Prononcées avec la sagesse d'un exilé. Ont rallumé la flamme. Oui. J'étais humain et c'est ce qui rendrait ma chute la leur fatale. En juin. Le plan culminant s'est dessiné, l'Assemblée générale des actionnaires. Ce rituel annuel au Palais des Congrès. Où les Duval paradent comme des rois devant leurs vassaux. Laurent y défendrait son bilan. Un tissu de mensonges gonflés de Photoshop et de promesses creuses. Nous allions frapper là, Victor témoignerait. Dossier en main. Accusant formellement Laurent de trahison patrimoniale. Avec des preuves irréfutables y compris une reconnaissance signée par un notaire marseillais. Datant de 1985. Où père avouait avoir calomnié notre oncle. J'infiltrerai l'assemblée incognito. Via un proxy actionnaire acheté à prix d'or. Et si ça tourne mal, ai-je demandé à Victor au téléphone. Ma voix tremblant comme une feuille d'automne. Ça tournera mal pour eux, a-t-il répondu. Sa voix un roc dans la tempête. Toi. Tu seras le phénix. Ou les cendres. Mais au moins. Vive. Les jours précédant l'Assemblée ont été un tourbillon de paranoïa. Paris. Ma ville bien-aimée. Se muer en labyrinthe hostile, des ombres dans le métro. Des regards fuyants aux terrasses des cafés. J'ai revu tante Marguerite. Par hasard au marché d'Aligre. Ses yeux rougis par les larmes. Étienne. Arrête ça. Laurent est ton sang. Pense à Claire où elle voudrait la paix. Claire. Son nom invoqué comme un bouclier. J'ai serré ses mains frêles. Feignant l'émotion, tante. La paix? C'est ce qu'ils m'ont volé en premier. En rentrant. J'ai pleuré pour la première fois au pas pour Laurent. Mais pour l'illusion d'une famille que j'avais chérie. Ce cocon parisien de dîner en ville et de Noël à Fontainebleau. Maintenant pourri de l'intérieur. Le jour J est arrivé sous un ciel d'azur impitoyable. Le 15 juin 2025. Le palais des Congrès bourdonnait comme une ruche en furie, costume sombre. Murmures anxieux. L'odeur de café et de sueur. J'étais là. Au fond de la salle. En lunettes et casquette. Un anonyme parmi les petits porteurs. Laurent montait sur scène. Rayonnant en bleu marine. Micro en main, chers actionnaires. Duval renaît de ses cendres. Applaudissements polis. Puis. Le moment, Victor se lève. Imposant malgré ses ans. Sa voix tonnant comme un coup de Mistral. Mensonge. Ce homme a volé l'héritage Duval. Comme son père avant lui. Les dossiers s'ouvrent. Les preuves pleuvent, factures falsifiées. Enregistrement.
La lettre de père. La salle explose au cri. Flash. Chaos. Laurent blêmi. Titubant, oncle Victor. Vous. Vous êtes mort pour nous. Mort. Le mot suspendu comme une guillotine. J'ai attendu. Le cœur cognant comme un marteau-piqueur. Jusqu'à ce que le président du conseil, un vieil avocat lyonnais, appelle au vote d'urgence, motion de défiance contre Laurent. Les mains se lèvent. Une marée inexorable. 68% contre lui. Il s'effondre sur sa chaise. Son masque de PDG craquelé, révélant l'enfant gâté. Le frère brisé. À cet instant, j'ai retiré ma casquette. Me levant lentement, c'est fini. Laurent. Le sang du Val coule de nouveau. Dans les bonnes veines. Les caméras se tournent. Le monde entier voit le retour du roi. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de formalités légales. De titres en une, la revanche des Duval, un oncle et un neveu contre un frère traître, et de nuit hantée par l'écho de ses pleurs. Laurent a fui à Londres. Ruiné. Poursuivi par la justice pour fraude. Tante Marguerite m'a écrit une lettre d'excuse. Tremblante, tu avais raison. Mon garçon. Le pardon n'efface pas le crime. Victor a repris sa place au conseil. Un fantôme ressuscité. Et moi. Moi. J'ai réinvesti le fauteuil de PDG. Mais il me brûlait comme une couronne d'épines. Pourtant, assis dans ce bureau au sommet de la tour, face à la nuit parisienne constellée de lumière, je ne ressens pas la victoire. Seulement un vide immense. Comme si j'avais creusé un puits en moi pour y noyer la famille. Et que l'eau montait maintenant. Froide et inexorable. La vengeance m'a rendu mon empire. Mais elle a emporté mon innocence. Ce fil ténu qui me reliait à l'homme que j'étais. Laurent était un monstre. Oui, mais en le détruisant. N'en ai-je pas forgé un en moi? Victor? Vieilli d'un coup? Me dit lors de notre dernier dîner au Vieux-Port, c'est le prix. Neveu. En France, on paie toujours pour le sang versé. Il a raison. Paris brille en bas. Indifférente. Ces boulevards portant les secrets de mille trahisons. Et moi? Étienne Duval? Je règne sur des ruines dorées. Attendant le prochain loup à la porte. Ou peut-être suis-je le loup. Maintenant. Guettant dans l'ombre.